Voilà, rebonjour à tous pour cette deuxième partie de notre matinée consacrée à la pénurie des métiers et la politique de digitalisation. Nous allons donc aborder maintenant cette deuxième partie avec en toile de fond donc une table ronde, hein, comme je le disais. C'est une tradition tous les 2 ans de faire un peu le point sur les problématiques de la digitalisation. C'était le cas déjà chez Voliris. On le fait également maintenant dans le cadre de Digital City. La table ronde a, sur base évidemment des présentations, des éléments qu'on a pu entendre ce matin, elle a deux objectifs. C'est d'essayer de dégager de toute cette matière la marche à suivre et la mise en place d'un plan d'action pour combler finalement la disparité entre les profils digitaux disponibles et je dirais les métiers en pénurie. Avec évidemment comme sous-question comment peut-on encore mieux, entre parenthèses, aider les entreprises et les soutenir pour former ou pour trouver du personnel qualifié. Premier élément. Deuxième élément, je dirais que c'est plus de renforcer le rôle de Digital City aussi dans une politique de digitalisation et dans un contexte de pénurie des métiers digitaux. Donc, on va voir un peu comment on peut répondre à ces questions. Le débat sera animé également par Christina qui est présente avec nous sur scène, si je puis dire. Maar we hebben twee nieuwe gasten voor die debat. Dus twee bedrijven, Proximus en Fujitsu, met Chantal Mertens, Director Sourcing and Strategic HR Advisors Customer bij Proximus en meneer Kim van Petegem, HR Business Partner, HR Manager bij Fujitsu. Et évidemment, le panel est complété par nos invités du matin, Saskia Van Uffelen, Tania Mahamari, Jeroen Fransen, Stéphanie Peremans et Olivia Ptito. Mais j'aimerais bien peut-être dans un premier temps m'adresser aux entreprises, puisqu'on a entendu un peu différents intervenants ce matin. C'est peut-être intéressant, Chantal et Kim, d'avoir votre retour sur cette problématique de la digitalisation. Comment vous vivez cette question de la digitalisation dans votre entreprise, tant au niveau de l'impact, je dirais, du digital sur votre business, sur vos métiers, mais aussi sur la problématique HR dont vous êtes tous les deux des experts et des difficultés ou des solutions que vous devez trouver pour former le personnel, trouver du personnel qualifié. Je laisserai peut-être Chantal peut-être aborder cette première question et ensuite Kim. Ja, dank u wel, Jean-Pierre. Inderdaad, ik ga misschien met de laatste vraag beginnen. En dat is hoe dat het werk en het werken van vandaag veranderd is ten opzichte van een aantal jaren geleden. En voor degenen die het verhaal van Proximus een klein beetje kennen en gevolgd hebben, wij kwamen vanuit een verleden RTT's, 100% staatsonderneming, waarbij dat wij zoveel jaren geleden geëvolueerd zijn naar Belgacom, dat toen al moderner was, nieuwe middelen inzetten, een stuk inzetten op innovatie en waarbij dat dit eigenlijk met het Proximus van de laatste jaren eigenlijk enorm veranderd is. En veranderd in de zin van wat wij ook aanbieden aan onze klanten is helemaal niet meer wat we aangeboden hebben 20 jaar geleden. Vandaag bieden wij onze klanten niet alleen een vaste telefoon aan. Dat bestaat niet meer. Klanten zijn daar niet meer in geïnteresseerd. Zij zijn wel geïnteresseerd in een zeer goede internetaanbieding met een goede wifi-connectie. Zij zijn geïnteresseerd om hun televisie ook te kunnen bekijken, niet alleen op dat ene grote scherm in de woonkamer, maar ook op hun laptop en ook op hun smartphone en dat allemaal tegelijkertijd. Dus dat maakt dat wij enorme innovaties gedaan hebben de voorbije jaren. En uiteraard kom ik naar het tweede deel van de vraag. Uiteraard betekent dat ook
dat de vaardigheden, de skills die wij nodig hebben in de organisatie, dat die gedurende de jaren enorm veranderd zijn. En ik stel zelf vast dat de snelheid waarmee dat we die veranderingen op de markt gezet hebben, dat die snelheid enorm is toegenomen. Dus dat betekent eigenlijk concreet dat wij meer en meer de laatste jaren op zoek zijn naar zeer gespecialiseerde profielen, zeer gespecialiseerde digitale profielen, IT-profielen, engineering profielen om onze producten, diensten te kunnen verder aanbieden. En dat zijn diezelfde digitale profielen, digitale marketing ook, data-analysten. Diezelfde profielen die heel wat van onze andere collega's, grote organisaties, grote en kleine organisaties trouwens, eveneens zoeken op de arbeidsmarkt, die voor dat soort van profielen enorm schaars aan het worden is. En bij Fujitsu, Kim, rond deze 2 vragen, uw mening, uw reacties? Ja, dankjewel Jean-Pierre. Goed, ja, Fujitsu is internationaal een gerenommeerde ICT-dienstleverancier en een productleverancier. Wij gaan er ook prat op om onszelf een digital company te noemen, maar wij spreken dan ook van eat your own dog food. Dus wij moeten er ook voor zorgen als wij naar onze klanten onze digitale identiteit wensen uit te dragen, dat wij die ook volledig zelf belichamen. En als wij met onze beide voeten op de grond staan, dan hebben wij toch ook moeten vaststellen dat er ook dat we binnen Fujitsu zelf ook een cultuur change en traject moesten doormaken op vele vlakken. Hè. Dus de digitale skills inderdaad van 10 jaar geleden zijn niet meer dezelfde als diegene die we vandaag nodig hebben. En degene die we vandaag nodig hebben gaan niet meer dezelfde zijn als die we binnen 10 jaar nodig hebben. Wij zijn er dan ook prat op gegaan om die cultuur, die wil om met de digitale competenties aan de slag te gaan die we vandaag nodig hebben. En dan kijk ik ook naar alle soft skills die nodig zijn om digitaal te kunnen werken en om dat op een goede manier te doen. Om daar ook heel sterk op in te zetten voor ons eigen personeel. En tegelijkertijd, het is buy or build. Hè? Dus build is eerst en vooral intern kijken en hoe we de skills van onze medewerkers kunnen bijspijkeren. En aan de andere kant ook kijken in ons ecosysteem rondom Fujitsu, met welke partners kunnen we samenwerken of wie zouden we moeten aantrekken om verder die digitale cultuur echt te bestendigen en ook voorop te zijn en te kunnen leiden in de markt. Ik hoop dat uw vraag beantwoordt, Jean-Pierre. Oui. Mais c'est une première approche. C'est vrai que c'est important par rapport à cette thématique d'avoir le point de vue des uns et des autres et ici aussi des entreprises. Par rapport à cette question, il me semble important de voir un peu dans la thématique actuelle, si la réponse qui est proposée aujourd'hui, notamment à Bruxelles, répond en tout ou en partie à vos attentes. Comment vous percevez ces éléments de réponse qui sont proposés à Bruxelles aujourd'hui? Als ik misschien daar even mag op inpikken met een paar cijfers, dan kan ik zeggen dat wij gedurende het begin van dit jaar hebben wij ongeveer een 70 posities eigenlijk opengezet om in te vullen. En dat zijn functies, profielen die wij zoeken in IT, technologie, engineering.
En als ik dan kijk naar de duurtijd om die profielen in te vullen, ongeveer al deze profielen zochten wij in Brussel. Als ik kijk naar de duurtijd om die in te vullen, dan zit ik gemakkelijk boven de 100 dagen. Wat veel is, wat ik veel vind en wat ik eigenlijk te veel en te lang vind om de juiste profielen te vinden. Waarbij dat we moeten vaststellen dat we eigenlijk qua aanbod relatief weinig kandidaturen krijgen van Brussel zelf. Het zijn dan vaak nog heel veel mensen van buiten Brussel die daarop postuleren. En dus wat mij betreft kan ik wel zeggen dat er ergens een tekort is aan deze profielen die in Brussel eigenlijk aanwezig zijn. Ja. We hebben ook langs de andere kant minder hoog geschoolde technologische profielen, wat we dan de meer technische profielen noemen. Dat zijn bijvoorbeeld de techniekers die vandaag bij de klanten de installaties gaan doen van internet, tv, telefonie en zo verder. Meer en meer gedurende de jaren is dat ook niet meer een pure klassieke technieker, maar is dat ook een technieker die voldoende digitaal geschoold moet zijn om alles op punt te stellen bij de klant. Ook daar hebben wij functies open staan en ook daar zie ik dat het toch in Brussel vrij moeilijk is om mensen aan te trekken, ondanks het feit dat voor deze functies wij zelf een enorm opleidingsaanbod aanbieden gedurende de eerste 18 maanden van de aanwerving. Dus de gap is er inderdaad, dat kan ik alleen maar bevestigen. Allez, c'est peut-être une question bateau, mais on a effectivement des constats chez Proximus, on a les chiffres d'Agoria, on a une offre existante aussi, hein, on a parlé de Bruxelles Formation, du Sephora, du plan de rappropriation, peut-être qui est plus destiné évidemment aux citoyens de manière large en matière de formation. Mais j'ai envie de dire, qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour combler le gap entre une offre de qualité qui est déjà existante et finalement une pénurie de métiers digitaux. Quelque part, pourquoi cette offre et cette demande ne se rencontrent-elles pas à l'heure actuelle? Quelles sont finalement les actions qu'on pourrait mettre en place pour répondre à cette problématique? Les actions complémentaires, évidemment. Je laisse peut-être… Je propose peut-être aux acteurs de la formation de répondre, peut-être Madame Permans ou Madame Petitot, si vous avez quelque chose à dire sur la question. Tu veux commencer, Olivia? D'accord, merci Stéphanie. Mais écoute, moi je suis tout à fait à l'écoute évidemment de ce qui vient d'être dit et qui est particulièrement important, donc tant par Monsieur Van Petegem que par Madame Mertens. Donc effectivement, nous on est tout à fait ouverts à des partenariats. Donc, parce que pour répondre aux besoins évidemment des employeurs, il faut évidemment connaître au plus près leurs besoins. J'ai bien entendu que j'ai bien noté déjà, donc, mais je pense qu'on pourrait formaliser à travers Digital City, par exemple, une convention de partenariat pour justement avoir le réflexe ensemble de pouvoir répondre à vos besoins de manière plus rapide. Voilà, je pense que c'est, en tout cas, on est à votre service. Je pense que c'est vraiment le message que je souhaite passer aujourd'hui. Et on a toute une série de partenaires, évidemment, qui peuvent aussi accélérer cette rencontre entre offre et demande. Maintenant, évidemment, tout n'est pas instantané. À partir du moment où il n'y a pas de candidat ou de candidate prêt à l'emploi, j'aime bien dire ça, chez Actiris, par exemple, nous pouvons former pour vous sur base d'un programme de formation donc, qui est validé par vous en tant qu'employeur. Et donc, à partir du moment où vous vous engagez à engager après et où vous participez, par exemple, à des séances d'information où on peut, avec Actiris ensemble et vous, sélectionner les candidats qui rentrent en formation. Voilà, que le programme de formation est élaboré avec vous. Eh bien, en fin de formation, nous, ce qu'on attend de vous, c'est que vous puissiez les engager. Donc, voilà, je pense que c'est vraiment une opération win-win-win-win. Donc, voilà, où il y a beaucoup de gagnants dans l'affaire. Tout n'est pas immédiat, évidemment, mais quand même, je dirais en tout cas, la proposition d'offre de service, elle est immédiate, ça c'est certain.
Voilà. Et l'offre, elle existe hein, sur ces profils-là, dont j'ai noté un peu ce que vous vouliez, mais parfois, il y a des adaptations à faire. Il y a des modalités aussi telles que la FPIE, donc IBO, évidemment, hein, que vous connaissez sans doute, PFI en Wallonie. Ça existe à Bruxelles, bien évidemment, et ça mène à l'emploi, et c'est aussi des opérations win-win qui permettent aussi d'accueillir et d'ouvrir les portes des entreprises à des personnes qui ne sont peut-être pas encore tout à fait à 100%, je dirais, mais qui permettent un temps d'adaptation, en tout cas, et de formation, certainement, au sein de l'entreprise et aux pratiques de l'entreprise. Et donc là aussi, c'est une offre qu'on vous fait en direct, avec plaisir. Stéphanie, à votre... Oui. Pour les chercheurs d'emploi sur Bruxelles, on travaille avec Bruxelles Formation, donc je vais pas répéter ce que Livia vient de dire, mais j'élargirais peut-être un petit peu le débat parce que je sais qu'actuellement une des difficultés chez Sephora, c'est de se dire quels sont les véritables besoins des employeurs et c'est très compliqué de généraliser les besoins et donc d'en tirer des conclusions et de se dire voilà quel type d'offre de formation on peut proposer qui va convenir au plus grand nombre. Parce que c'est effectivement un des enjeux, en tout cas chez Sephora, c'est qu'effectivement, on réponde au plus grand nombre des membres de la CP200. Ça, c'est une chose. Mais alors, il y a également pour moi un élément, et malheureusement, on n'a pas de partie, enfin, en tout cas de speaker qui relève de l'enseignement. Mais j'ai quand même le sentiment que en tout cas, conscientiser les plus jeunes aux sciences, aux technologies, aux mathématiques, ça se fait depuis le plus jeune âge. Alors, je dis pas qu'il faut spécialement donner des cours de coding en primaire, mais pour moi, il y a quand même une conscientisation qui doit se faire dès le plus jeune âge et ça permettra à nous aussi opérateurs de formation, mais qui arrivons quand les personnes ont 18 ans pratiquement. Donc forcément, ça nous permettra, je pense, de travailler sur des bases que les élèves, enfin en tout cas les personnes auraient déjà acquises en étant plus jeunes. Et ça, voilà, malheureusement, aujourd'hui, on n'a pas quelqu'un qui peut répondre en tant que tel à cette question, j'ai l'impression. Mais pour moi, c'est en tout cas une piste. C'est effectivement de conscientiser dès le plus jeune âge aux enjeux du digital, des maths, des stats, etc. Jeroen, vous vouliez intervenir? Oui, j'ai deux réactions par rapport à tout ce qui a déjà été dit. Je ne vais pas réagir sur le point sur l'enseignement parce que sinon, on serait parti pour une table ronde d'une quinzaine de jours. Mais tout d'abord, au niveau des entreprises, et je rejoins à 100% ce que Stéphanie vient de dire. La plupart des entreprises a appris à présenter leur stratégie pour le futur. Ça, c'est correct. Mais il y a une grosse partie des entreprises qui n'arrivent pas à traduire cette stratégie pour le futur en termes de compétences. Et là, il faut aider les entreprises. Fujitsu et Proximus, entre-temps, ont appris à faire cette traduction, à faire ce resource planning et ces plans de développement pour leur personnel en interne. Mais la plupart d'entreprises n'arrivent pas à faire une bonne traduction de leur stratégie pour le futur en termes de compétences. Ça, c'est une première action avec cet écosystème Digital City. Il faut coacher les entreprises. Puis, au niveau des candidats, j'insiste toujours sur le fait que la Belgique est le pays parmi les autres pays en Europe où on travaille de manière le plus binaire. Ou bien 0, on ne travaille pas, ou bien 1, on travaille Vollenbak. Et je cherche toujours une traduction en français, mais la meilleure traduction est Vollenbak. Donc, mais il y a toute une série de personnes inactives, les NEET, les femmes avec un background de migration qui ne se reconnaissent pas dans cette organisation de travail qui est tellement binaire. Donc, il va falloir, pour activer ces groupes cibles-là, il va falloir réfléchir beaucoup plus en termes de projets qu'on offre à ces gens. Projets de courte durée pour déjà montrer
un impact spécifique sur base de ce qu'ils viennent d'apprendre au sein de Digital City pour puis augmenter leur niveau d'employabilité tout doucement. Je crois que pour ce groupe cible de NEET, des femmes avec un background migratoire, des personnes peu qualifiées, il faut aller pas par pas. Ça, c'est mes deux remarques. Oui. Justement, on avait une question à ce sujet par rapport notamment au profil de NEET. Il existe déjà des offres de formation digitale pour ce type particulier de public, mais comment est-ce qu'on peut attirer ce type de profils qui sont un peu hors cadre dans les fonctions digitales en pénurie? Peut-être une question adressée aux entreprises ou à Madame Van Uffelen. Je ne sais pas qui souhaiterait prendre la parole en premier. Kim, peut-être, je vois que vous hochez la tête. Oui, je vais bien intervenir, enfin, point de vue société, et point de vue entreprise. Donc, ce qu'on ressent toujours, c'est que tout doit aller vite. Hein, on a des besoins maintenant. Hein, donc, ce qu'on entend toujours, c'est voilà, il faut avoir l'expérience, il faut le mouton à quatre pattes, et on ne va pas recruter pour moins que ça. Je le dis un peu, allez, peut-être dénigrant, mais ce n'est pas le but. Mais donc, ce qu'on doit faire, c'est prendre une vision un peu plus à long terme. On sait qu'à Bruxelles, il y a un potentiel énorme. Donc, on a beaucoup de gens, et je suis un grand fan de raisonnement cognitif. Donc, on a beaucoup de potentiel à Bruxelles, de personnes qui ont des brains, qui ont des skills, qui ont des capacités de raisonnement, mais qui n'ont peut-être pas encore une certaine expérience ou suivi une certaine formation ou quoi que ce soit. Donc, si on pouvait collaborer beaucoup plus étroitement, et là je regarde vraiment aux institutions de formation et à Digital City, d'avoir allez, au lieu d'avoir les recruteurs qui nous appellent tout le temps, écoutez, voilà, on a X personnes dans notre base de données, que quelqu'un viendrait nous expliquer, parce que c'est hyper complexe, toutes les mesures de collaboration, toutes les options de collaboration, FPI, IBO, and so on, que quelqu'un chaque année viennent expliquer, ben écoutez, ça c'est ce qu'on sait faire pour vous, on va vous guider, on va vous aider à mettre cette collaboration en place, mais d'une façon proactive. Allez, ça serait, c'est ma première idée, c'est ce qui vient dans ma tête, parce que je ne sais pas si ça se passe. Nous, on a découvert ça au fur et à mesure, un peu par hasard peut-être, qu'une collaboration en quadrimoteur, que ça existait. Qu'est-ce que ça contient? Est-ce qu'il y a je ne sais pas s'il y a un manuel quelque part où on peut lire ce que ça veut dire exactement. Une collaboration en quadrimoteur, quelles sont les étapes à franchir, qu'est-ce qu'on doit faire, à quoi est-ce qu'on doit penser. Mais si on avait quelqu'un qui peut nous accompagner, coacher, comme Jeroen avait dit, je pense que beaucoup de sociétés et la population bruxelloise, avec plein de potentiel, pouvaient vraiment y bénéficier, parce que ce sera plus facile, l'accès sera plus facile pour une collaboration, former, recruter et ensuite continuer la formation chez les sociétés. Ça, c'est les pensées que j'ai actuellement. Donc en fait, ce que si je comprends bien, c'est que vous attendez aussi de la part d'organismes comme Digital City de venir vers vous et de vous expliquer ce que nous on peut faire, ce qu'on peut proposer chaque année, et alors à ce moment-là, on peut en discuter, ce genre de choses, au lieu que ce soit toujours vous qui alliez vers nous enfin, qu'il y a un échange en fait dans les 2 sens, quoi, c'est ça? Je me permets peut-être de prendre la parole, mais juste pas comme modérateur, mais effectivement, c'est un constat. Il y a des membres du conseil d'administration qui sont présents autour de cette table ronde. C'est un constat qu'on fait aussi, d'être proactif par rapport aux entreprises. C'est un mot que Jeroen aime bien, mais aussi de pouvoir avoir un discours qui rassure les entreprises, dans le sens où on peut simplifier aussi le discours dans tout le dispositif qui existe. Et c'est vrai qu'une personne, un commercial entre guillemets, comme on pourrait dire, pour une entreprise qui pourrait proposer ses services publics, cette offre de formation par exemple dont on dispose chez Digital City, bien analyser les besoins et les aider aussi, pourquoi pas à bien définir un profil, ce que Actiris fait déjà, hein, par exemple. Il peut déjà vous aider, mais
je pense qu'il y a un manque effectivement d'information. Donc cette démarche commerciale, faut l'appeler comme ça, elle est initiée maintenant chez Digital City et on veut la soutenir évidemment dans le futur. Voilà, je voulais juste intervenir sur ce. Si je peux encore rajouter quelque chose, donc ça serait une option que je vois, et l'autre c'est le rendre plus facile pour les sociétés de trouver les informations dont ils en ont besoin. Aujourd'hui, quand je vais sur le site de la VDAB ou sur autre site, je vois qu'il y a plein d'informations, il y a beaucoup d'options, mais moi je ne peux pas poser la question, tiens, écoutez, j'ai tel besoin avec ce variable-là, bon, au niveau des langues, au niveau des skills, qu'est-ce que vous préconisez? Je pense qu'il y a des options, des possibilités à utiliser l'intelligence artificielle pour faire des propositions un peu automatisées, donc avec toutes ces informations existantes. Il y a Tania qui souhaiterait intervenir sur la question. Je ne sais pas si... Voilà. Oui, merci Christina. Je voulais un petit peu rebondir sur ce qui a été dit, entre autres, par Madame Permans. Je pense que ce qui est très important aussi, c'est de démystifier l'informatique de manière générale et de sensibiliser l'ensemble de la population sur le fait que l'informatique, c'est aussi un métier en pénurie, qu'il y a vraiment des possibilités énormes de carrière dans ce secteur, à démystifier l'informatique aussi pour montrer que c'est abordable et que c'est accessible à toute une série de personnes qui pensent encore que c'est trop compliqué pour eux, qu'ils n'y arriveront pas, qu'ils n'ont pas les compétences pour, etc. D'autant plus que quand on parle de métier de l'informatique, c'est vraiment très, très large. Il y a toute une série de métiers liés à l'informatique. Et donc, il y a vraiment de quoi faire pour tout le monde. Et quand je parle de démystifier, déstigmatiser, etc., c'est également fort dirigé par rapport à tout ce qui est filles et jeunes filles. Donc, il y a toute une politique de Women in Digital. Enfin, on voit que les femmes dans l'IT sont encore là en nombre assez limité, même si voilà, il y a pas mal de femmes dans ce panel ici. Donc voilà, ça prouve que les femmes sont également présentes dans l'informatique, mais voilà, de pouvoir vraiment sensibiliser dès le plus jeune âge et de pouvoir également sensibiliser au niveau des chercheurs d'emploi et d'augmenter la visibilité de ces carrières, de ces métiers et des formations qui peuvent permettre aux chercheurs d'emploi, entre autres, de pouvoir se réorienter vers ces carrières. Je sais qu'il y a tout un travail qui est fait pour le moment par Actiris, entre autres, de détection systématique de la fracture numérique chez les chercheurs d'emploi, de manière à pouvoir les réorienter vers un parcours de formation adapté pour pouvoir acquérir non seulement des compétences IT de base, mais qui sait, peut-être qu'après avoir acquis ces compétences numériques de base, ils se diront, bah, en fait, c'est pas si compliqué que ça et je pourrais quand même en faire mon métier et je vais me lancer dans une formation, que ça soit chez Interface 3 ou d'autres prestataires pour pouvoir devenir codeur ou autre. Donc voilà, je pense que c'est vraiment en termes de communication et de sensibilisation, c'est vraiment une étape essentielle pour pouvoir amener plus de gens dans le secteur. Merci. Saskia wil ook reageren. Oui, juste 4 points pendant que je vous écoutais. Tout d'abord, laisse-moi dire que je suis enchantée et heureuse parce que j'ai jamais eu autant de discussion, d'une collaboration écosystème depuis 10 ans. Donc, je me sens très positif. Je peux pas dire ces jours-ci parce que c'était négatif, mais c'est quand même agréable. Pour revenir sur le point de Stéphanie au niveau de l'éducation, oui, bien évidemment, on doit travailler sur les curriculums aussi. Ça prend un peu plus de temps, c'est un autre discours, c'est un autre rythme, mais toutes ces jeunes, ils doivent apprendre dès le premier âge, au moins, de savoir comment le data est utilisé, l'histoire de fake news, etc., etc. Par contre, on ne peut pas oublier qu'on vit dans un monde qui est de la formation continue. Et donc, pour eux, la valeur d'un diplôme,
sera complètement différent que la valeur de diplôme quand moi j'ai fait mes études. C'était la clé pour entrer au marché d'emploi. Et dans le futur, ce sera plus le cas. Et c'est aussi au niveau des départements ressources humaines qu'on doit lire aussi où sont les candidats d'une autre façon que on l'a fait dans le passé. On prend le CV, on prend la seniority, on prend hop, et puis on dit c'est une bonne personne. Et où je trouve pas un éléphant qui est jaune, qui sait danser et chanter en même temps, hein. Donc c'est quand même éducation, oui, mais de changer la culture dans la société vers une culture formation continue est pour moi beaucoup plus important. Deuxièmement, c'est écosystème, écosystème, écosystème. Depuis 10 ans, je fais le rôle de digital champion. Depuis 10 ans, j'ai évité de démarrer de nouvelles initiatives, mais de mettre les initiatives en contact. Et on a parlé de beaucoup, on a parlé de Bicode, on a parlé de Molengeek. Ces initiatives, ils ont créé en 2014, 2015, 2016 peut-être. Mais pour répondre à la question de Christina, où est-ce qu'on doit trouver ces initiatives? Moi, je préfère, pour ceux qui sont présents autour de cette table, va les chercher où les gens qu'on doit inclure dans une société inclusive sont vraiment et qui connaissent ce métier. C'est pas moi qui peux juger ce qu'on a besoin de Molengeek. C'est pas moi qui peux juger ce qu'on a besoin de certains groupes ciblés parce que je ne fais pas partie de cette communauté. Mais comment est-ce qu'on peut sensibiliser toutes les organisations, les ASBL qui sont effectivement intégrées? On a parlé de 40% des gens vulnérables n'ont même pas accès au monde numérique, hein. On a créé un task force inclusivité en Flandre. On a toutes les possibilités de le dupliquer à Bruxelles et de le réutiliser. Donc, encore une fois, je crois que beaucoup d'initiatives existent, beaucoup d'ASBL, beaucoup d'initiatives NGO existent. C'est seulement intégrons-le et élargissons l'écosystème. Et puis un dernier point sur Kim au niveau de l'intelligence artificielle, et probablement Jeroen va faire un smile aussi. Vous avez tout à fait raison. Donc avec DigiSkills Belgium, on essaye de créer l'étalage, hein, au moins entre éventuellement le citoyen, mais aussi une société qui veut éventuellement savoir ce qu'on peut faire à Bruxelles au niveau de développement d'un IT expert spécifique, hein, ça c'est un élément. On a ajouté déjà le Digital Skills Passport de Agoria, qui est une photo d'aujourd'hui. Mais l'étape suivante, c'est pas seulement je vais mettre Kim en contact avec Sephora ou avec Bruxelles Formation. Non, je vais analyser le profil de Kim un peu plus. Pas seulement quelles sont les compétences aujourd'hui, mais quel est son comportement, quelle est sa passion, d'où il a son énergie, qu'est-ce qu'il a envie de faire ou elle. Et puis, avec l'intelligence artificielle, faire le tournage complet et de lui ou elle proposer des formations très concrètes. Sur ça, on a encore un pas à faire, hein, parce que si l'écosystème a créé une culture de bien travailler ensemble, c'est plus facile. Donc, on est en train de faire cette analyse pour pouvoir avancer à ce niveau-là, incessamment sous peu, comme on dit en mot français. On a reçu une question sur le chat, donc je vais la traduire. C'est une question de Fabienne pour Madame Mertens. Donc chez Oriento Euro, une société de coaching, nous accompagnons les chercheurs d'emploi d'origine latino-américaine. Seriez-vous prêt à engager des personnes qui ne maîtrisent pas la langue mais possèdent des talents digitaux? Je vous laisse la parole. C'était une question en néerlandais ou en français? De vraag was in het Nederlands, maar Oké. ja. Ça va. De profielen, wij hebben behoefte aan digitale profielen, verschillende types van digitale profielen, IT-profielen en zo verder. In de eerste plaats kijken wij altijd wat er mogelijk is, uiteraard binnen België en indien mogelijk ook binnen Brussel, uiteraard zou ik zeggen. Het is pas als wij echt vaststellen dat
bepaalde functies heel lange tijd openstaan, we niet de geschikte profielen vinden en wij intern alle inspanningen gedaan hebben, want wij hebben een enorm opleidingsaanbod naar digitale skills toe en dat zijn zowel basisopleidingen, zodanig dat iedereen basisskills kan ontwikkelen. Dat zijn, ik zou zeggen, medium skills en dat zijn ook zeer specifieke skills. Ik vermoed dat de vraag komt van iemand die eerder zit in dat segment van de zeer specifieke skills. Als we ze echt niet vinden intern de organisatie, zetten we ze open extern. Extern is in de eerste plaats gans België en pas nadien gaan wij de stap zetten naar het buitenland. Dus het antwoord is, wij gaan dat systematisch doen. We gaan dat niet meteen doen en we geven eerst zeker alle interne medewerkers de mogelijkheid om zich bij te scholen, te specialiseren in die specifieke skills, vooraleer dat we in het buitenland zullen recruteren. Dus ik sluit het niet uit, maar het is niet de allereerste bekommernis of het is niet de allereerste stap die we zullen doen. Apparemment, Fabienne parlait des chercheurs d'emploi bruxellois, donc Van Brussels Werkzoekende. Oui, je pense... D'accord, donc j'ai peut-être mal compris la question ou pas à 100%. Donc, c'est pour des personnes qui se trouvent déjà en Belgique, c'est ça? D'accord. Voor ons geen probleem. Wat wij wel gaan testen tijdens een eerste interview uiteraard is in welke mate dat een persoon zich kan uitdrukken en een communicatie kan opzetten met andere teamleden. Het zal uiteraard iets zijn dat zal bekeken worden. Maar als dat Engels is, dan is dat voor ons prima. En een taal kan geleerd worden. Dus voor ons is dat geen uitsluitsel. Hier wil ik toch eventjes tussenkomen als ik mag, Jean-Pierre, Christina. Tuurlijk. Puur macro-economisch bekeken, in Vlaanderen, in Brussel, in Wallonië, in onze Europese buurlanden, zitten we allemaal met een kwantitatief probleem. En we zijn gedwongen om kandidaten te gaan aanspreken die waarschijnlijk niet direct voldoen aan onze high standards en die bijvoorbeeld een bepaalde taal niet spreken of een bepaalde reeks van competenties nog niet hebben. Maar de kwantitatieve knelpunten zijn zo groot dat een ecosysteem als Digital City die bruggen net moet gaan overbruggen in feite. En eigenlijk zouden wij in het ecosysteem van Digital City ervoor moeten zorgen dat we mensen gaan kunnen aanspreken die vroeger niet typisch in ons gezichtsveld van recrutering zaten en dat we die mensen en cours de route moeten versterken. Et j'aimerais revenir, Jean-Pierre, à un mot que tu as utilisé. On met en place une démarche commerciale. Je n'aime pas du tout ce mot. C'est une démarche plutôt analytique de partir vers les entreprises, de demander quelle est votre situation spécifique, est-ce que vous recrutez, quel profil, est-ce que vous mettez en place des nouvelles technologies, est-ce que vous avez des programmes de reconversion en interne, et puis avec les différents partenaires, Bruxelles Formation, Actiris, les experts de Digital City, quelle est l'offre, quel est le soutien qu'on pourrait vous donner en effectuant ce plan pour le futur de votre entreprise? Oui,
Oui, merci. Merci pour, ces interventions, ces précisions. C'est une question, j'aimerais bien m'adresser encore une fois, aux invités des entreprises. We hebben vanmorgen over competentie, maar, ja, er zijn een aantal digitale competenties die nodig zijn voor de bedienden. Maar wat, soft skills, betreft, quelles sont finalement les compétences hors numérique que les entreprises recherchent aujourd'hui dans les profils que vous engagez? Peut-être, Kim ou Chantal, est-ce qu'il y a vraiment des éléments, compte tenu de l'évolution aussi du marché du travail, des compétences que vous recherchez en dehors de ça? Et alors ce serait intéressant de voir aussi comment le monde de la formation, prend conscience de ces soft skills aussi dans des formations qui souvent sont de courte durée pour des chercheurs d'emploi et qui sont directement ciblés sur des technologies ou des compétences très spécifiques. Oui, peut-être que je peux intervenir là. Les soft skills, bien évidemment, sont hyper importants, dépendent des rôles que nous recrutons, je pense. J'avais déjà dit que je suis un grand fan des capacités de raisonnement de chacun, et chacun a des talents qui peuvent être l'intelligence, comment on dit ça, ruimtelijk inzicht, vue spatiale. De l'autre côté, on peut être très fort en raisonnement, en chiffres, en langue, etc. Et quand on regarde les compétences soft skills, on va très souvent regarder, quelles sont les compétences analytiques. Est-ce que quelqu'un sait vite apprendre, quelqu'un a une vision logique des choses? Et là, c'est très vite ce qui surgit dans la tête quand on regarde les métiers vraiment purement IT. À part de ça, la communication, ça reste clé pour nous, très très souvent pour la collaboration avec les clients et en interne. Donc, et c'est très souvent là où ça devient plus difficile. Ja, misschien Chantal? Ja, voor wat mij betreft, ik wil graag aanvullen. Ik ben eigenlijk wel een beetje blij dat het woord soft skills ook gevallen is, omdat het niet alleen de pure ingenieurs digitale kennis is die we zoeken. Meer en meer is dat een combinatie van, ik geef een voorbeeld, om een goed werk te kunnen leveren op vlak van data, op vlak van artificiële intelligentie en zo verder, op vlak van digitale marketing. Wat je ziet is dat deze mensen heel vaak die analytische logica zeer goed hanteren, maar ook wel moeten kennis hebben van de maatschappij waar men in functioneert, de behoeften die klanten kunnen hebben en zo verder. Dus je hebt eigenlijk een combinatie van marketing, psychologie, dat meer de softe kant is, gecombineerd met uiteraard een meer analytische kant. En dus we proberen ook tijdens selectiegesprekken die beide kanten te ontdekken bij de kandidaten die we zien. Een beetje eenzelfde verhaal en een tekort ook dat we vandaag vaststellen, of een tekort of een moeilijkheid om zeer goede medewerkers te vinden die kunnen meedraaien in onze verkoopspunten, dus in de shops. In Brussel hebben wij een 20-tal winkels waar we het heel moeilijk hebben om medewerkers te vinden. Wat je daar ziet is een evolutie van de typische pure verkoper van vroeger, die ook een stukje, als er klanten binnenkwamen die informatie vroegen over waarom moet ik zoveel betalen en waarom ziet die factuur er zo en zo uit, gaat
die verkoop, dat talent dat we zoeken, is eigenlijk die basiskennis van dingen op te zoeken in systemen. Dat is één zaak, maar het andere zaak is dat wij die medewerkers eigenlijk nu mee aan het opleiden zijn naar de richting van digitale coachen. En daar zijn verschillende aspecten ook belangrijk. Namelijk, zij moeten aan een klant in een winkel kunnen uitleggen, voilà, dit is de tablet, dit is mijn tablet. Als jij thuis kijkt op die tablet, als jij thuis kijkt op je laptop, dan heb je hetzelfde scherm en we zullen nu die gegevens samen opzoeken en of samen invullen. Dus volgende keer kan jij dat van thuis uit. Dus dat is een evolutie die wij zien, of die wij wensen te zien, van de verkoper van vroeger naar de verkoper van de toekomst. En waarbij dat digitale skills inderdaad belangrijk zijn, maar waarbij dat verkoopstalent, opleidingstalent, psychologie, dat ook allemaal even belangrijk wordt als die digitale basiskennis eigenlijk. Ja, in aanvulling, ik ben eigenlijk heel blij dat je dat voorbeeld van de verkoper ook aanhaalt, want het klopt dat ook IT-bedrijven of digitale spelers eigenlijk heel veel rollen hebben die, waar mensen met zeer goede soft skills en die misschien iets minder zijn aangelegd voor de harde IT-kant of er minder affiniteit mee hebben, wij hebben die ook nodig. Ja? Dus service delivery managers, projectmanagers, verkopers. En daar is ook eigenlijk een tekort aan in de markt, omdat we ergens wel die affiniteit verwachten en zoeken, maar je hoeft geen programmeur te zijn om een goede service delivery manager te gaan worden. Dus ja, als je zeer sterk bent in de soft skills, dan kunnen binnen de digitale spelers ook echt aan de bak. En toch vinden we ze niet altijd zo gemakkelijk. Hè? Dus er liggen heel veel doorgroeipaden, mogelijkheden, als je het mij vraagt. En ik heb ondanks mijn van in de hele goede nabijheid, zal ik zo zeggen, iemand die als programmeur recent is aangeworven en die ook aangaf van ja, kijk, ik ben daar misschien niet helemaal goed voor in de wieg gelegd om goed te kunnen programmeren, maar ik voel dat de skills, mijn soft skills, hoe ik met een klant kan praten, dat eigenlijk enorm wordt geapprecieerd door een klant. Mm-hmm. En daardoor gaat hij daar ook veel minder naar kijken als ik misschien echt iets wat later oplever of als ik wat langer blijf schikken op een moeilijker coderingsprobleem. Dus dat speelt even goed. Ja? Ik denk dat het enorm belangrijk is. Oké. Samia, wel, Saskia wil iets toevoegen. Ja, mijn digitale twin is hier aanwezig. Nee, ik wou daar 2 dingen aan toevoegen. Ik ben al heel veel bezig en ik heb vanochtend ook Women in Tech en Women in Digital. En daar hebben we allemaal met unconscious bias en bias al eens allemaal te maken gehad. Ik wil er gewoon eventjes over waken, maar ik heb de oplossing niet. Als we spreken over hard skills en soft skills, dan denk ik dat naar de toekomst toe de namen de lading niet meer dekken. En als we te veel gaan blijven benadrukken dat hard gelijk is aan coderen en, sorry heren, maar achter een computer zitten en heel veel doen en soft skills, ja, dat is dan zo wat het gevoelsmatige, dan denk ik dat we het probleem van inclusiviteit niet gaan bereiken. En alles wat kan geautomatiseerd worden, zal geautomatiseerd worden. Dus die competenties die we nodig hebben in de maatschappij van morgen zijn niet soft. Die zijn redelijk hard, die zijn redelijk belangrijk. Empathisch inschattingsvermogen. Chantal, je hebt het voorbeeld gegeven van een verkoper. Ik heb heel veel met ingenieurs gewerkt die ongelooflijke promotie gemaakt hebben op basis van senioriteit, maar die het nu ongelooflijk moeilijk hebben om van een controlerend leiderschap naar een inspirerend leiderschap te gaan. Mm-hmm. Ik heb heel veel geneesheren die fantastische breinen zijn, maar de patiënt zei vroeger niks en de huisarts zei alles. En nu is de patiënt zeer spraakzaam en hoe moet ik communiceren? Dus ik kwam maar heel eventjes over waken dat soft niet zo soft is. Maar ik heb het van het begin ook gezegd, ik heb geen ander woord, maar alle input is welkom. En het tweede is, ik denk dat we ook in het recruteren in personeel, in organisaties, moeten gaan van rollen naar taken.
Jeroen heeft er straks een aantal voorbeelden laten zien, of toch in ieder geval een templatefiche van wat is de rol van vandaag en hoeveel stappen moet ik maken in mijn upgrade naar digitale competenties of competenties as a whole. We gaan nooit heel dat team 27 stappen laten maken. Je gaat nooit niet één persoon hebben die in al die boxjes een tik heeft gedaan. De vraag is alleen, heb ik om een bepaalde taak in het team uit te voeren, heb ik daarvoor in het team alle competenties? En dat wil zeggen dat je geen recrutering gaat doen op basis van de rollen die dan nog meestal beschreven zijn zoals ze gisteren waren, maar dat ik eigenlijk mijn recrutering ga doen op basis wat is mijn uitdaging, wat is mijn project, wat zijn de competenties die ik nodig heb, heb ik al die competenties? En dan is het, terugrefereren naar Jeroen, het gaat niet over werken of niet werken. Hè. Er zijn misschien bepaalde competenties die we wat minder nodig hebben, bepaalde competenties die we meer nodig hebben. Maar dat opent wel heel veel aanhechting met hetgeen wat in de markt beschikbaar is. Want nogmaals, dat schaap met 7 poten dat een staart heeft en kan dansen, we gaan dat niet vinden. Dus er is een ongelooflijke discrepantie in wat de bedrijven vragen en wat we überhaupt ooit in de markt gaan vinden. Dus vandaar, kijk eens eventjes eerder naar taken die moeten uitgevoerd worden, dan gaan kijken wat is de samenstelling van het team en kunnen we dat team intern eventueel verrijken met reskilling, upskilling, of in uiterste geval moeten we dan effectief extern gaan. Een van de ideeën die ons sourcingteam mij gaf, en dat aansluit bij wat je zegt, Saskia, is dat we eigenlijk quasi verplicht zouden moeten zijn om ook een opdeling te maken tussen, als je gaat recruteren, tussen een must-have skill en een nice-to-have. Want heel vaak gaan mensen uitgesloten worden omdat die twee over dezelfde kam geschoren worden. En mocht er ergens verplicht worden als bedrijven om daarin mee te gaan, denk ik dat misschien ook wel een positieve impact zal hebben op inclusiviteit. Je vais peut-être donner la parole maintenant sur ce plan sur cette question des soft skills qui sont en fait des hard skills parce que on rêve tous effectivement d'avoir le mouton à 5 pattes et que ces compétences psychologiques, pédagogiques, commerciales soient aussi chez nos futurs collaborateurs. Mais j'aimerais bien voir au niveau d'Olivia et peut-être de Stéphanie de nous expliquer un peu comment, quand on doit concevoir des programmes de formation sur une durée qui dépasse parfois pas 6 mois, parfois moins, ou 1 an, pour des chercheurs d'emploi, comment est-ce qu'on prend ça en considération? Puisque c'est vraiment quelque chose que les entreprises aujourd'hui nous disent et depuis longtemps. Et peut-être aussi, mais plus Stéphanie, alors à ce moment-là, nous expliquer un peu pour les travailleurs, pour les employés, qu'est-ce que le Sephora peut proposer ou qu'est-ce que les organismes comme privés de formation proposent pour renforcer ces compétences-là au niveau des entreprises. Olivia, peut-être pour commencer? Oui, alors ce qu'on peut prendre en compte et ce que l'on prend en compte, en effet, lors des séances d'info, on rencontre des chercheurs d'emploi qui souhaitent rentrer dans nos formations ou celles de nos partenaires d'ailleurs. Et donc là, évidemment, on essaye, un peu comme ce que Samia a évoqué, donc de faire des groupes qui soient pas trop homogènes, donc qui soient les plus diversifiés possibles et qui représentent la société et les compétences justement diverses et variées. Donc, en gros, cette prise en compte de profils tout à fait divers est intégrée dans la composition effectivement des groupes de formation. Maintenant, là, ça a l'air facile. Objectivement, ça ne l'est pas forcément. Parce que, évidemment, l'enjeu, c'est toujours d'attirer en formation. Et donc là, les séances d'information que l'on organise, par exemple, à la Cité des métiers sur le développement des compétences numériques, attirent du monde, c'est vrai, et permettent ensuite de réorienter vers les métiers les plus ad hoc. Et je pense qu'on doit tous faire preuve d'agilité, que ce soit les employeurs, que ce soit les services publics, que ce soit justement nos chercheurs d'emploi aussi. À partir du moment où il y a une réelle motivation et des compétences de base, je pense qu'il faut ouvrir les portes parce que ces compétences numériques, vous l'avez dit, c'est des hard skills, ok, pour beaucoup d'entre elles,
Mais je pense que les talents de demain, ben voilà, ils ne rentrent pas toujours tous dans toutes les cases que l'on veut leur imposer. Et ça, du coup, on doit tous, en fait, faire preuve d'agilité. Vous savez, quand moi, je suis arrivée à Bruxelles Formation, il y avait une offre de formation dans le numérique qui était très rigide et exigeante en termes d'accès. Donc, on exigeait d'avoir soit des diplômes, soit effectivement une expérience déjà dans le métier, reconnue, etc., etc. Donc, il y a quand même là, grâce à toute une série aussi de partenaires, OISP, CF2000, CFAID, etc., Interface 3, mais aussi avec toute une série de développement progressif, d'amélioration continue et d'ouverture au public les plus éloignés sur papier du marché de l'emploi, mais qui ont des compétences qui ne sont pas vraiment aujourd'hui reconnues, il y a eu une évolution de l'offre. Et cette évolution de l'offre, elle s'est ouverte. On peut parler de Open Classroom dans tout ce qui est formation en ligne et certifiée. On peut parler de Bicode, on peut parler aussi de toutes ces écoles 19 et autres qui existent, qui ont des méthodes pédagogiques qui sont tout à fait innovantes et intéressantes. Et qu'on peut discuter aussi, hein, la piscine, etc. C'est pas ouvert à tout le monde, mais ça fait partie de la palette d'offres de formation dont on dispose et qui correspond effectivement à un certain public. On doit s'adapter à notre public, on doit être à l'écoute de notre public et on doit être à l'écoute des employeurs. Donc nous, on est vraiment à la croisée des chemins et surtout avec des oreilles comme ça pour essayer de répondre à chaque fois à ces besoins. Et donc les soft skills, les hard skills, etc., on les prend en compte parce qu'on prend en compte l'humain, tout simplement, et qu'on essaye de monter en compétences et d'orienter ces personnes dans cette offre qui est très vaste, en fait, et qui n'a pas fini de grandir, évidemment, vous l'aurez compris. Donc, voilà, je pense que c'est vraiment tout l'intérêt de Digital City aussi, c'est d'être à l'écoute ensemble de tous ces besoins pour pouvoir y répondre et obtenir des résultats, surtout, de nouveau. Voilà. C'est ce qu'on fait. Stéphanie, peut-être en complément? Oui, merci. Mais tout d'abord, pour juste compléter ce qu'Olivia disait pour les chercheurs d'emploi, pour développer leurs soft skills, si on peut encore les appeler comme ça. Chez Sephora, on a un coach en fait qui accompagne le groupe. Et donc, ce coach travaille en collaboration avec le partenaire et l'équipe pédagogique qui est présente en salle de formation. Mais donc, l'idée, c'est qu'effectivement, on travaille sur l'attitude, le comportement de la personne lorsqu'elle va se présenter chez un employeur, lorsqu'elle va faire son stage, etc. Et donc, comment ça se passe? Ça se passe au travers d'activités. On ne va pas apprendre à quelqu'un à avoir de l'empathie ou à être plus résilient. Ça se fait en faisant des activités, en étant confronté à des situations. Et donc ça, on n'a pas un cours spécifique qui va s'intituler empathie. Enfin voilà, c'est pas possible, c'est pas l'idée. Et puis je rejoins ce que Olivia disait aussi, c'est à travers le choix de méthodes pédagogiques adaptées au public cible. On parlait des NEET tout à l'heure ou de l'épreuve de la piscine à l'école 19. En effet, il faut pouvoir proposer une pléthore d'activités, de méthodes pédagogiques qui vont convenir le plus possible au groupe cible que l'on a déterminé. Donc, c'est surtout comme ça qu'on travaille. On essaye de voir, en fait, en fonction du métier que la personne va exercer, quelles vont être les situations dans lesquelles il va se trouver, et on essaye d'adapter les contenus sur base des situations vécues. Et donc là, le feedback des employeurs est aussi évidemment très précieux. C'est pour ça qu'on propose un stage au terme de la formation également, c'est pouvoir mettre en pratique tout ça et d'avoir l'input des employeurs sur les manquements peut-être de la formation. Donc ça, c'est pour les chercheurs d'emploi. Pour les employés, dans notre catalogue chez Sephora, on a effectivement un large catalogue qui est orienté soft skills. Et donc, si vous prenez notre catalogue, on a vraiment une thématique qui s'appelle développement personnel, une thématique qui s'appelle développement professionnel. Et donc là, vous allez retrouver toute une série de formations d'une journée quand c'est en présentiel et d'une demi-journée quand c'est en digital. Et donc là, effectivement, on va vraiment sur des points très précis, mais à nouveau, on n'a pas comment augmenter votre empathie. On va vraiment avoir des situations de travail. Enfin, en tout cas, on essaye que l'objectif pédagogique de la formation soit lié à une situation de travail dans laquelle plusieurs personnes vont pouvoir se reconnaître.
Donc, et évidemment, de quoi est-ce qu'on s'inspire? On s'inspire de l'actualité, on s'inspire des feedbacks de nos partenaires, de l'écosystème, d'études dont on entend parler pour pouvoir proposer de nouvelles choses aux employés. Voilà. Merci. Je voudrais parler également aussi du rôle de Digital City dans ce contexte-là. Donc, on est vraiment dans un contexte de pénurie des métiers digitaux, de digitalisation du monde professionnel, hein, on n'en parlera jamais assez. La fracture numérique aussi qui est fort présente et cette réflexion autour des compétences digitales, les skills, etc. Et donc, dans ce contexte assez riche, comment un organisme comme Digital City.Brussels peut renforcer donc ces actions qui existent déjà, qui sont mises à disposition d'une part des entreprises, mais également des chercheurs d'emploi. Est-ce que quelqu'un voudrait intervenir? Je ne sais pas moi, peut-être Tania, est-ce que vous avez quelque chose à dire par rapport aux compétences de base, ce genre de choses? Oui, merci Christina. Mais c'est sûr qu'en région de Bruxelles-Capitale, on a créé ce qu'on appelle un groupe de travail, qui est vraiment la représentation d'un écosystème assez large d'acteurs actifs sur le terrain de l'inclusion numérique. Digital City en fait partie, comme toute une série aussi bien d'organismes publics. La majorité des organismes régionaux sont représentés, également des représentants comme Brulocalis, représentant des acteurs locaux publics, également des entreprises privées. Hein. Proximus en fait partie, BNP en fait partie, il y a Febelfin qui en fait partie, et des acteurs de terrain comme Cabane, les espaces publics numériques. Voilà, je ne vais pas tous les citer parce qu'il y en a environ 150 actuellement. Également le secteur académique. Mais moi, ce que je trouve qui est très important, et enfin, on le dira jamais assez, c'est vraiment augmenter la visibilité de toute cette offre. Il y a énormément de choses qui sont faites en Belgique et énormément de choses qui sont faites en région de Bruxelles-Capitale. Les acteurs de l'inclusion numérique, je veux dire historiques, comme les espaces publics numériques, ils existent depuis plus de 20 ans en région de Bruxelles-Capitale. On a fait une campagne de communication ici en avril pour essayer d'augmenter la visibilité de ces EPN, et on se rend bien compte qu'en fait, il y a encore beaucoup de gens qui ne connaissent pas l'existence de ces espaces publics numériques, alors que ce sont des endroits qui sont accessibles gratuitement, où on peut avoir accès à un ordinateur, à une connexion Internet, à quelqu'un, un aidant numérique ou un animateur multimédia qui vous accompagne dans les démarches que vous devez faire. On a accès à des formations qui sont généralement données gratuitement. Et donc voilà, la majorité des gens ne connaissent pas l'existence de ces espaces publics numériques. Et c'est le cas en fait pour toute l'offre, que ce soit la plateforme de Digital City, que ce soit la plateforme de la coalition Digital Skills nationale. Il y a, en fait, les citoyens qui en ont le plus besoin ne connaissent pas l'existence de ces services et de l'offre qui est à leur disposition. Et donc voilà, c'est vraiment l'objectif de ce groupe de travail, c'est vraiment de communiquer déjà entre nous pour pouvoir savoir ce que chacun fait et pour pouvoir en profiter, de ne pas réinventer la roue et de pouvoir s'appuyer sur des initiatives existantes. Mais je pense qu'il y a aussi un gros travail à devoir mener, et on est tous la vitrine en fait de cette offre de service, chacun à notre niveau et par rapport au public que nous accompagnons. Voilà, tous individuellement. Et donc, on a tous une responsabilité aussi à ce niveau-là de pouvoir rendre cette offre visible à un plus grand nombre. Saskia, vous vouliez intervenir? Oui, je suis tout à fait d'accord avec Tania. Si je regarde l'analyse du plan de relance, hein, qui était quand même fait dans un moment où l'accélération au niveau de la période Covid a été déjà passée et que les gens commençaient quand même à réaliser qu'on avait un gap au niveau de compétences. Et c'est un peu la faute aussi de l'Europe, la façon que ça a été demandé. Mais le résultat, c'est que tout est lié à l'achat de l'infrastructure. Mais quand je demande quel est mon budget de communication, j'ai nulle part une réponse. On fait plein de bonnes choses en Belgique. Mais Marcel, le facteur de Bruxelles,
Lui, il ne le sait pas. Et donc, comment est-ce qu'on peut résoudre avec peu d'argent et de vraiment avancer? Moi, j'avais noté témoignages. Si vous avez, et c'est pas seulement pour Digital City, c'est pour tout le monde, mais si vous avez des témoignages, si vous avez quelque chose qui a réussi, si vous avez ajouté quelque chose, c'est communiquer, communiquer, communiquer. Marketing and communication is not a cost. Ça ne devrait plus être un cost dans des sociétés dans le PNL, ce qui n'est pas tout à fait le cas. C'est comme HR, hein, c'est encore un coût. Mais je peux juste recommander que faites vraiment attention. On n'a pas besoin de nouvelles initiatives nécessairement, mais d'une communication cohérente. Et alors, si je peux rajouter à ça, c'est vrai que quand on parle de communication, même ici au sein du CIRB, hein, quand je vais voir le service communication et que je dis il faut communiquer par rapport à ça, le service communication, il pense réseaux sociaux, il pense Internet, on va aller faire autant de tweets, etc. Bon, voilà. Soyons clairs, si on essaie de toucher une population qui est éloignée du numérique, il faut repenser les canaux de communication et revenir à des canaux traditionnels qu'on utilisait. Alors voilà, je vais peut-être lancer des concepts d'un autre âge, des hommes sandwich, des distributions de flyers, etc. Mais il faut vraiment à un moment donné repenser cette communication et revenir vers des médias qui sont des médias accessibles aux personnes qui sont plus éloignées du numérique. Donc voilà, communication, mais aussi communication non digitale. Et c'est généralement et malheureusement la communication qui coûte aussi le plus cher. Avant de passer la parole à Madame Tito qui l'a demandé, je voulais juste dire, mais alors du coup ça va contre-pied de ce que vous disiez Tania. Pour préciser, vous parliez Saskia de témoignages et de mise en avant. Je signale juste, hein, pour les gens qui sont présents, pour faire un peu de pub pour Digital City, que on a développé depuis l'année passée des vidéos sur YouTube qui parlent notamment de certains types de métiers et comment ces personnes sont arrivées dans leurs métiers digitaux. Et donc si voilà, si ça vous intéresse, nous avons une chaîne YouTube dans laquelle nous mettons en avant des profils qui ont réussi dans les métiers digitaux et qui viennent parfois d'un milieu qui est totalement différent et qui ont quand même réussi à percer et à trouver leur voie dans le digital. Donc voilà, je vous laisse la parole, Madame Tito. Merci beaucoup, mais pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, donc il y a alors un réseau de présentoirs, en tout cas, qui est à votre disposition. Donc, Tania, effectivement, on pourrait faire ensemble, effectivement, une présentation. On peut le faire sous le couvert, évidemment, de Digital City, mais on peut aussi clairement dérouler, je dirais, sur des flyers, etc., toute l'offre de formation qui vise justement à lutter contre la fracture numérique. Donc là, il y a vraiment un potentiel. Donc voilà, il y en a 120 à travers Bruxelles, mais dans des lieux clés où il y a donc au niveau local, donc dans les communes, etc. Donc voilà, il y a une présence physique et une mise à jour régulière. Et alors, pour les espaces publics numériques, évidemment, là aussi, on est partie prenante, bien sûr, vu qu'on a un espace public numérique également au sein de Bruxelles Formation qui est situé à Bicentral, donc dans le gros campus numérique, le plus gros campus numérique à Bruxelles. Donc, il est clair que l'enjeu pour nous, en tout cas, c'est de pouvoir transformer à terme les espaces publics numériques en espaces publics numériques de formation aussi. En mettant à leur disposition une offre de formation en ligne qui permette justement de dédramatiser aussi l'usage du numérique et de progresser, de monter en compétences. Toujours les mêmes enjeux. Mais pour un public cette fois plus éloigné, et toucher un public plus éloigné, il n'y a rien à faire, il faut s'en rapprocher. Et pour ça, les communes et le niveau local et les acteurs locaux sont aussi évidemment, surtout, des relais essentiels. Oui, on a encore un petit peu de temps en attendant que Monsieur le ministre s'installe et puisse intervenir sur la fin. Donc, je vais passer la parole à Jeroen. Merci. Je suis tout à fait d'accord avec les autres intervenants sur le fait qu'il faut repenser et agrandir notre étalage, améliorer notre accessibilité. Donc, tout à fait d'accord avec ça. Mais j'aimerais ajouter une autre dimension, et ça n'étonnera pas à Jean-Pierre, hein, mais c'est la proactivité. Il ne faut pas toujours répondre à la question qui se pose actuellement.
il faut aussi oser répondre ou chercher la réponse pour une question qui ne se pose pas encore. Et le meilleur exemple que j'ai entendu aujourd'hui, c'est le fait qu'il faut pousser l'organisation du travail autour de la diversité. Jusqu'ici, on a toujours organisé notre travail autour de la similarité. Les personnes dans les mêmes fonctions, avec les mêmes profils, qui s'habillent de la même façon, on va devoir évoluer vers la diversité. La composition d'une équipe autour d'un projet. Il faut qu'on ose à évangéliser et à concrétiser cette idée si on veut améliorer cet étang ou agrandir cet étang de candidats qu'on cherche tout ça actuellement. Donc, essayons aussi d'être un peu avant-garde et ne pas toujours faire ce que d'autres font déjà au niveau de nos convictions de l'organisation du travail à Bruxelles. Kim ou Chantal, est-ce que vous auriez voudriez peut-être réagir vis-à-vis de ce que Jeroen vient de dire par rapport au fait de diversifier, d'ouvrir un peu plus à d'autres types de profils qui ne rentrent pas strictement dans des cases? Ja, ik moet zeggen dat ik heel blij ben met het gesprek tot nu toe, omdat ik toch een aantal dingen gehoord heb die mij blij maken naar de toekomst toe. Hè. Enerzijds het ganse diversiteitsverhaal. Ik ben ervan overtuigd dat wij zonder een divers, inclusief beleid, dat wij de toekomst niet zullen aankunnen. Dus wij moeten daarop inzetten. En dat kan natuurlijk heel veel, dat houdt natuurlijk heel veel aspecten in. En ik wil graag even terugkomen op iets wat daar straks ook gezegd geweest is. Ik denk dat vooral al de organisaties die er aanwezig zijn, enerzijds belangrijk is dat we op een of andere manier de juiste doelgroepen gaan kunnen bereiken. En zeker in het Brusselse ben ik ervan overtuigd dat er doelgroepen zijn waar enorme talenten zitten en die we niet kennen, niet bereiken. En ik denk bijvoorbeeld door COVID is er een enorme acceleratie geweest van technologie, digitaal en zo verder. En ik denk dat we daar misschien de helft van ik weet het niet, hè, ik heb er geen onderzoek naar gedaan, maar misschien de helft van de Brusselse bevolking hebben we meegekregen in dat verhaal, in die acceleratie. Misschien de helft hebben we daar verloren. De helft waar dat mogelijk heel goede talenten in zitten. Ik zeg de helft, het kan. Ik hoop dat het minder is dat we verliezen, maar ik wil alleen maar aangeven van, ik ben ervan overtuigd dat er nog een hele grote groep mensen, talenten in Brussel aanwezig is die we niet kunnen zomaar vinden en die zich niet eigenlijk gepositioneerd hebben in een of andere organisatie, groep, school en zo verder. Dus het gaat een kunst zijn, denk ik, om hen te vinden en op een min of meer structurele manier te kunnen aanspreken. En ik denk dan heel in het bijzonder ook aan een hele grote groep van vrouwen die mogelijk als eerste uit dat opleidingstraject, uit die digitale boot gevallen zijn. Dus daar zou ik in jullie plaats ergens nadenken van hoe kunnen we die mensen dat gaan op termijn dat zwakkere mensen worden in onze samenleving, hoe kunnen we die echt gaan beter bereiken? En dat kan ook via hele simpele dingen zoals al aangehaald is. We moeten daar teruggaan naar basic marketing, de basic marketing van 20 jaar geleden via flyers, via lokale organisaties, heel lokaal, via bepaalde organisaties in bepaalde culturen, een soort van ambassadors in bepaalde culturen.
een beetje specifiek Brussel eigenlijk. Dus dat is één zaak wat ik wou zeggen in het verhaal rond welke doelgroepen, waar vinden wij de talenten en hoe kunnen wij ze klaarmaken naar die arbeidsmarkt. Langs de andere kant, de kant van de bedrijven dan, degenen die talenten zoeken, wil ik ook ergens aanknopen met wat daar straks door Saskia gezegd is. Meer en meer zullen wij mensen zoeken met bepaalde vaardigheden, competenties, maar die vooral mee kunnen in het verhaal van morgen. Dus wij testen, wij interviewen vandaag al mensen om te zien, gaan zij mee kunnen in die vaardigheden die wij naar de toekomst toe nodig hebben. Ik heb daar straks ook iemand horen zeggen, de bedrijven kennen die vaardigheden niet altijd. En ik denk dat dat voor een stuk waar is. Ik denk dat grotere bedrijven inderdaad, en ik kijk naar onszelf, wij hebben een wat we noemen interne strategic workforce plan, waarbij dat we in kaart brengen van dit zijn de vaardigheden, de competenties die we vandaag in huis hebben. En dat zijn degenen die we morgen nodig zullen hebben. Wat is daarvan de doelstelling? Tweeërlei. Enerzijds onze eigen medewerkers zoveel mogelijk upskillen, bijscholen, zodanig dat zij mee kunnen in het verhaal van morgen van het bedrijf. Maar anderzijds ook vandaag reeds die talenten aantrekken, die gaan mee kunnen. En dus ik denk dat niet elk bedrijf inderdaad zover is om mee te denken naar morgen toe. En zeker in kleinere bedrijven kan ik mij voorstellen dat dat niet de eerste prioriteit is van HR of van het management. Dat zij vooral bezig zijn met de zaken van vandaag en van morgen en niet die van overmorgen. En misschien zit daar ook wel een mogelijkheid in om met die bedrijven in conversatie te gaan en dat verhaal durven aan te gaan van wij zien dat de trend in de bedrijven is, we gaan naar die vaardigheden die we nodig hebben. Gelijkaardige bedrijven werven nu die mensen aan. Wij kunnen jullie dit soort van opleidingen, reskilling trajecten aanbieden. Kunnen jullie daarin meegaan? Maar echt inderdaad inspelen op de vraag van de bedrijven, niet alleen vandaag, maar zeker naar de toekomst toe. Ik heb daar straks denk ik iemand het woord coaching horen zeggen. Ik vond dat niet slecht gevonden in de zin van, ja, jullie kunnen zeker bedrijven helpen mee coachen in die richting. Kim, peut-être? Ja, ik denk als we het over termen van verandering hebben, een van mijn favoriete denkwijzen is de ADKAR-methodologie. En dat start altijd met awareness and desire. Dus als je een verandering wil brengen, ga je eerst werken aan het bewust worden. En anderzijds aan de what's in it for me. Dus dat gaat echt over storyboarden, dat gaat over waarom willen we inclusief gaan werken? Waarom willen we die talenten gaan aanboren die we vandaag niet bereiken? En ik denk dat we daar met z'n allen eigenlijk een grote rol in hebben te spelen om het verhaal op een consistente manier, het Brusselse verhaal, inclusiviteit, dat we die allemaal kunnen meenemen, dat we onszelf daarvoor ook motiveren en engageren. Om er een betere samenwerking onder ons en voor de maatschappij van te maken. En ik zou ook onszelf willen uitnodigen om misschien te starten dan met de mensen die we vandaag niet bereiken, misschien ook uit te nodigen voor dit type van debat en van ronde tafel. Als er mogelijkheden zijn natuurlijk om dat te doen. En bekijken welke succesverhalen dat er bestaan. En leren van hen die wel succes hebben gehad om vanuit een situatie zonder computer uiteindelijk wel
dus middels alle capaciteiten die de persoon heeft tot een métier, tot een succes in de digitale wereld te komen en luisteren en zien hoe dat we die succesverhalen kunnen gaan gebruiken om het ook verder door te trekken naar veel meer van die successtories en iedereen eigenlijk elkaar laten aanmoedigen om hetzelfde te doen. Meer van dat. Merci. Je voudrais juste aussi préciser aux invités qui nous suivent que c'est vraiment le dernier moment si vous avez des questions à poser. Encore peut-être une dernière et longue question. Dans le contexte de Digital City.Brussels, donc vous savez que donc Digital City, c'est un pôle formation emploi des métiers du numérique. Donc on a une offre de formation, on a une offre de veille dont je me charge personnellement. L'idée, c'est vraiment d'avoir une vue d'ensemble sur l'écosystème du secteur digital, mais aussi des problématiques qui sont en lien avec les métiers, les formations, etc. Le côté aussi collaboration avec Actiris pour les métiers. Donc on a vraiment, on essaie d'être entre guillemets une porte d'entrée, d'une part pour les chercheurs d'emploi, pour les travailleurs, mais aussi pour nos collaborations avec les entreprises, être un peu au centre et de pouvoir aider un peu tout ce public différent qui ont des besoins différents. Je voudrais vous demander à chacun de vous des intervenants, et peut-être même aussi à toi Jean-Pierre, hein, si tu veux, qu'est-ce que vous attendez donc de Digital City? Quel est en fait peut-être le projet ou le point d'attention sur lequel, dans ce contexte-là de pénurie des métiers, de digitalisation du monde professionnel, etc., qu'est-ce que vous pensez qu'on devrait faire ou sur lequel on devrait s'intéresser pour communiquer et pour rendre visibles des choses ou pour mettre en place des projets, que ce soit au niveau de la formation, mais aussi au niveau d'un événementiel ou ce genre de choses. Donc peut-être, je ne sais pas, commencer peut-être par Stéphanie, par exemple. Oui, une première chose à laquelle je pense, c'est que le genre d'initiative que vous avez pris comme aujourd'hui, pour moi, c'est pleinement dans votre mission et ça nous permet d'échanger sur les problématiques de chacun et surtout d'identifier les synergies possibles entre les différents partenaires ou institutions. Donc, oui, moi, je trouve que c'est déjà une première action à poursuivre. Et après, je pense que du coup, du fait de croiser justement les problématiques et de faire se rencontrer les différents intervenants du même écosystème finalement, il y a très certainement moyen de déterminer quels sont les projets que l'on peut mener ensemble à plus large échelle. Parce que même si on se connaît plus ou moins tous, on n'a pas un projet commun. Et donc, pourquoi pas, Digital City pourrait être à la tête de ce projet commun. Donc, voilà, cela comme ça, à quoi je pensais. Si je peux peut-être intervenir, juste, je ne sais pas si on m'entend. Oui, on m'entend. En fait, je pense qu'on a tout intérêt à proposer un service complet aux entreprises avec ce qu'on a déjà comme offre de service dans un premier temps et d'essayer aussi d'aller plus loin. Je veux dire, si des demandes s'expriment aujourd'hui clairement sur le besoin de recruter tel ou tel profil, je pense qu'avec Bruxelles Formation, et j'imagine aussi Actiris qui n'est pas là autour de la table, on peut s'engager maintenant à accepter ce type de contrat, que ce soit une convention quadrimoteur comme on l'a fait avec Fujitsu, que ce soit un autre d'accord qui pourrait se passer par exemple avec Proximus ou quelqu'un d'autre, et de faire en sorte que on mette à disposition l'ensemble de nos compétences pour justement faire à la fois du recrutement, de la sélection de candidats, les former et les amener effectivement à l'emploi pour les profils que vous recherchez. Donc ça, je pense que c'est effectivement quelque chose qui peut se mettre en place, mais là, dans l'immédiat, parce que c'est des services qu'on connaît déjà. Je reviendrai aussi sur la question relative à la proactivité. Voilà, je pense aussi qu'on est dans une phase aujourd'hui au niveau Digital City où dans cet aspect sectoriel d'activité vers les entreprises, on est à même aussi d'aller sentir les besoins, de les confronter aussi avec des réalités de terrain, que ce soit dans le domaine de la formation, dans le domaine du recrutement, qui ne sont peut-être pas toujours en adéquation avec les besoins actuels. Et donc, c'est aussi vers ça qu'on doit évoluer. Cette analyse des besoins,
elle passe aussi évidemment par, ça peut passer aussi par une forme de coaching. Et là, j'entends bien que les entreprises ont besoin d'être guidées parfois dans le labyrinthe de mesures ou de soutien ou d'aide que la région peut proposer, que même le Sephora peut proposer, hein. Qui connaît par exemple le soutien à la formation du Sephora dans le cadre des plans de formation, des subsides ou le plan Impulse Plus qu'ils ont maintenant, par exemple. Tous ces éléments-là sont évidemment, je pense, à amener parfois aux entreprises qui, par manque de temps, par manque d'information, ne s'y retrouvent pas toujours, quoi. Donc voilà, ça c'était un peu ma vision à ce stade-ci pour, pour apporter aussi ma pierre à l'édifice dans ta question, Christina. Merci Jean-Pierre. Chantal, peut-être, est-ce que vous avez quelque chose que vous souhaiteriez que Digital City puisse résoudre ou votre petit cadeau de Noël, je ne sais pas. Wel, wij zoeken vanuit het bedrijf, wij zoeken bepaalde profielen. Als die mensen komen vanuit Brussel, dan des te beter. Hè. Vlak van mobiliteit en zo verder, des te beter. Dat is één gegeven. Als ik dan gans het verhaal nu hoor van jullie, dan denk ik dat er wel mogelijkheden zit in het meer nog en het nauwer samenwerken onderling tussen de verschillende organisaties en initiatieven die er al bestaan. Zodanig dat je eigenlijk naar bedrijven kan stappen met een veel grotere totaaloplossing. Moet recrutering daarbij zijn? Misschien, dat kan, maar zeker en vast meer afstemmen op de behoeften en de behoeften van de toekomst voor die bedrijven. Daar geloof ik zeker in. En dan een tweede aspect dat belangrijk is voor mij op heel regelmatige tijdstippen naar bedrijven te gaan. Ik denk eerlijk gezegd dat jullie binnen de bedrijfswereld in Brussel nog niet voldoende gekend zijn. Dus jullie moeten echt stappen naar buiten doen, ook om jullie bekend te maken, jullie offer beter bekend te maken. Wij zelf werken al jaren samen voor Pico, in het kader van Pico, de Ecole 19. Vroeger nog ik krijg een andere call binnen, sorry daarvoor. Vroeger nog met Brussel Formation ook samengewerkt. Dus wij staan daar relatief gemakkelijk voor open. Ik denk dat dat niet overal zo is. Dus jullie moeten echt gaan met een goed verhaal naar die bedrijven. En ik denk door samenwerken, het ecosysteem aanbieden, dat daar muziek zou kunnen inzitten. Alors, le ministre est arrivé, donc Jeroen et les autres, si vous pouviez juste un petit peu être plus rapide. Ok. Je tape sur le même clou, donc maximiser les contacts analytiques avec les entreprises bruxelloises et co-créer un plan sur mesure sur base de cet écosystème très fort qu'on a mis en place avec Bruxelles Formation, Actiris et les experts de Digital City, mais maximiser les contacts. Je suis tout à fait d'accord avec Chantal. Je peux juste ajouter Saint-Nicolas le 7 décembre 2030. Bien sûr. Que toutes les Belges ont un carte d'identité numérique qui donne une image de ces ou celles compétences numériques, hard, soft, whatever it may be. Okay. Très bien. Voilà, voilà un souhait qu'on espère pouvoir exhauster le plus rapidement possible. Merci. Je ne sais pas, Olivia, si tu voulais peut-être encore ajouter quelque chose? Oui, ben, que l'avenir est aux compétences de manière générale et que l'avenir est aux compétences numériques certainement et à l'agilité. Et pour rebondir sur ce que Samia vient d'évoquer, effectivement, ben, vous invitez toutes et tous à aussi relayer ben, les tests, par exemple, TOSA, ou voire à le faire vous-même, peut-être pour en être aussi ambassadeur. Donc voilà, peu importe le test, que ce soit celui d'Agoria ou celui qui est sur notre site, peu importe, du moment que les compétences numériques soient valorisées et en tout cas qu'on puisse connaître son niveau pour pouvoir s'améliorer, parce que c'est toujours ça l'objectif. Ok, très bien. Merci sur ces mots. Ben, je remercie Stéphanie, Chantal, Olivia, Tania,
Saskia et non pas Samia, Kim, Jeroen et Christina également pour vos interventions, pour cette table ronde. Je remercie aussi les personnes qui ont suivi ces débats depuis ce matin. Je l'ai déjà dit tout à l'heure lors de notre conférence. Ben voilà, je remercie aussi les équipes, Christina que vous avez vu, mais Samia qui était derrière la plateforme et tous les autres qui, dans un premier temps, avaient préparé ça en présentiel et on a dû se retourner vers cet événement en distanciel encore une fois, mais qui, je pense, a eu le mérite d'exister et on espère le reproposer dans l'année qui vient, voire tous les 2 ans, comme je vous disais, cette table ronde sectorielle, c'est le moment de faire une photo et c'est peut-être pas utile de le faire tous les 6 mois, mais peut-être de le faire à des périodes un peu plus éloignées. Voilà, Monsieur le ministre Bernard Clerfaille, bonjour, vous êtes arrivé. On vous souhaite la bienvenue aussi dans le débat qui se termine maintenant, qui se clôture. Vous l'avez entendu par des souhaits. Saint-Nicolas devrait nous amener une carte d'identité numérique pour Saskia. Pour d'autres, c'est évidemment lié à la thématique du jour, c'est-à-dire à la fois les métiers en pénurie et le soutien qu'on peut apporter aux entreprises pour trouver le personnel qualifié, pour former aussi le personnel en place dans cet enjeu grandissant qui est celui du numérique. Voilà, je vous laisse la parole pour le mot de clôture et merci à tout le monde de votre présence et de votre participation. Voilà, mais merci de m'accueillir. Vous m'entendez là? Oui, voilà. Merci de m'accueillir pour ce petit forum d'aujourd'hui. Vous avez sûrement dit des choses bien plus intelligentes que tout ce que je pourrais dire maintenant, parce que c'est vous qui êtes au cœur des dynamiques et des politiques que l'on met en œuvre, et c'est vous qui êtes les experts de tout ce qu'on peut faire en région bruxelloise pour améliorer les compétences digitales, et c'est bien le sens et la raison d'être de ce pôle formation-emploi, c'est de mettre ensemble toutes les compétences que vous réunissez chacun en fonction de votre implication professionnelle pour, en les mettant ensemble, pointer les bonnes questions, pointer les bonnes pistes, que chacun puisse apporter les solutions qui sont celles sur lesquelles il travaille et qu'il met en œuvre chacun de manière professionnelle. Mais on sait qu'on parviendra à les déployer mieux si on se concerte, si on se coordonne, si chacun appuie ce que fait l'autre, etc. Moi, je ne crois pas beaucoup à Saint-Nicolas, pour reprendre la petite phrase. En tout cas, on m'a appris depuis longtemps qu'il ne fallait plus croire à Saint-Nicolas et que derrière Saint-Nicolas, il y avait un effort des parents, des adultes, pour que la fête soit réussie. Donc, on va donc tous devoir travailler, pas attendre que Saint-Nicolas nous fournisse ce bilan de compétences numériques professionnelles, mais on va devoir travailler pour le mettre en œuvre. On le sait bien, on connaît l'enjeu bruxellois traditionnel, c'est ce gigantesque écart entre le niveau de compétences de la réserve de main-d'œuvre qu'on a à Bruxelles et les exigences professionnelles sur le marché du travail. On sait aussi qu'il y a un trop grand nombre de citoyens qui sont encore perdus en matière de compétences numériques. On a des geeks magnifiques qui font des startups superbes, mais on a encore beaucoup trop de gens qui ne sont pas entraînés suffisamment à acquérir ces compétences par défaut d'accessibilité aux outils numériques, par défaut d'accompagnement, de formation. Et c'est tout le travail qu'on va faire avec le plan d'appropriation numérique dans lequel Digital City s'est inscrit. Et puis, au-delà de cette image un peu statique, photographie de la région bruxelloise, il y a aussi l'évolution dynamique et les compétences numériques qui sont en évolution constante, en besoin constant. Et l'étude que M. Franzen a produite il y a quelques temps avec Agoria nous montre bien que ça va transformer gigantesquement la nature de l'emploi, sans crainte pour un remplacement de l'homme par les machines, mais pour un développement de l'activité économique avec de nouvelles compétences qui vont permettre à plus de gens de travailler en exploitant mieux leurs propres compétences numériques. Je rappelle aussi, et je veux rappeler que la formation continue reste quelque chose qui est à la fois essentiel, mais pour lequel on a le sentiment en Belgique qu'on n'en fait pas assez. Quand on compare par rapport à d'autres pays comparables, le rapport du Conseil supérieur de l'emploi de l'été 2020 indique combien nos entreprises en Belgique devraient fournir un peu plus d'efforts en formation continue de leurs travailleurs pour se mettre à niveau des pays voisins. Et pour avoir fait un petit tour au Danemark avec le roi et quelques-uns de mes collègues ministres de l'Emploi, on a vu combien une économie très comparable à la Belgique, en termes de petite économie ouverte qui vit du talent de ces travailleurs, a beaucoup insisté ou travaille énormément sur cette formation continue. Et il y a des instruments un peu comme celui de Digital City où on met ensemble
toutes les forces vives pour poser les bonnes questions et essayer de construire les bonnes réponses pour assurer cette formation continue. Et enfin, la dernière chose que je voulais dire, c'est que, comme je le comprends, les pôles formation-emploi sont vraiment le lieu d'un vrai partage et d'une vraie dynamique qui doit entraîner chacun des acteurs. Ce pôle formation-emploi, ce n'est pas seulement une réunion de temps en temps entre tous les acteurs qui sont là et toutes les têtes que je reconnais dans cette petite conférence, mais la réussite sera tout ce que chacun met dedans. Et donc, ce que je dis au début, tous ces acteurs professionnels que vous êtes, qui avaient les uns la veille de ce que demandent les entreprises, qui est l'évolution du monde professionnel, les autres qui ont des formations adaptées aux exigences du marché du travail, Actiris qui est au contact des chercheurs d'emploi et qui a des budgets pour les orienter vers les formations dans les métiers qui engagent, etc. Tout ça, mis ensemble, c'est, à mon avis, si on fait bien travailler, comme je suppose que bien travailler ce matin, c'est le gage d'une réussite et de produire les résultats qu'on attend en région bruxelloise pour être une région qui met plus de gens à l'emploi, qui aide nos entreprises à se développer et qui crée une dynamique économique positive, puisqu'il y a des métiers pour lesquels on ne trouve pas de profil aujourd'hui. Donc, permettre à des chercheurs d'emploi d'avoir les compétences pour remplir ces offres d'emploi, ça va augmenter la valeur ajoutée, ça va augmenter le nombre d'emplois, ça va augmenter le revenu, créer un cercle positif et continuer à améliorer les compétences des travailleurs, améliore aussi le chiffre d'affaires des entreprises, si je peux dire, mais aussi ça justifie des hausses de salaire, une amélioration du niveau de vie et un développement positif de la région bruxelloise. Donc, voilà, tout ça pour vous dire que je crois que Digital City, c'est une des clés de la réussite de Bruxelles. Et je suis donc très, très content de toutes les solutions intelligentes sur lesquelles vous aurez travaillé ce matin. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci beaucoup. Et encore une fois, merci à tous pour votre participation. Je vous souhaite une très belle journée, agréable journée. Et pour rappel, donc, une synthèse de cette table ronde sera disponible prochainement. Elle vous sera communiquée. Par ailleurs, les PDF des présentations de ce matin seront aussi disponibles. Voilà, merci beaucoup à tous et une bonne journée. Merci beaucoup.